La nomination a fait trembler les couloirs de Washington et de Paris. En quelques mois, une alliance sahélienne est passée du symbole à l'architecture, et ce basculement change la manière dont le pouvoir se distribue, se finance et se raconte. Mais que se passe-t-il quand Ibrahim Traoré transforme un discours en mécanisme, et que cette mécanique touche l'identité, la monnaie et la sécurité au même moment? Ce n'est pas une scène, c'est un test. L'intention est simple. Ici, il ne s'agit pas de célébrer un homme, mais de comprendre un mécanisme. En suivant ce que Noah Dong Joy 2 raconte, la vidéo suggère qu'un basculement sahélien ne se joue pas seulement sur le terrain militaire, mais dans 3 zones que beaucoup sous-estiment: l'identité administrative, l'architecture financière et la bataille du récit. Ouais, et si ce basculement tient, il reconfigure la manière dont les ressources circulent, dont les alliances se nouent et dont la légitimité se fabrique. L'enjeu, selon ce récit, est double. D'un côté, il y a la promesse d'une souveraineté consolidée, banque confédérée, chaîne médiatique, passeport biométrique, force unifiée. De l'autre, il y a un risque assumé. Pression internationale, sabotage économique, fractures internes. Ce qui rend l'histoire nerveuse, c'est que chaque avancée crée un nouveau front. La question n'est donc pas qui a raison, mais quel ordre peut survivre. Avec un capital initial annoncé de 500 milliards de francs CFA, une banque confédérée apparaît comme l'un des leviers les plus concrets du projet porté autour d'Ibrahim Traoré. Et au même moment, la mise en circulation d'un passeport biométrique AES devient, là dans ce récit, un acte de souveraineté technologique plus qu'un simple document de voyage. À partir de là, Noah Dong Joy 2 propose une lecture en cascade. La Confédération ne se limite pas à un geste politique, elle cherche à construire des instruments. Un instrument pour contrôler la finance, un instrument pour contrôler le récit médiatique, un instrument pour structurer la défense et un instrument pour redéfinir l'identité des citoyens. L'idée centrale est simple mais lourde. Si l'on contrôle l'argent, l'information et l'administration, on réduit la dépendance. Et si l'on réduit la dépendance, on change le rapport de force. Le texte insiste aussi sur une dimension psychologique. Le projet se nourrit d'un sentiment de réparation historique. Il met en scène des figures ordinaires, un père de famille, une grand-mère, donc un ingénieur de la diaspora, pour rappeler que la question n'est pas abstraite. L'or exporté, l'uranium exploité, les promesses politiques répétées, tout devient une mémoire collective qui justifie l'urgence d'un avant et d'un après. Dans cette logique, l'Alliance se présente comme une réponse à une longue période où les règles économiques auraient été écrites ailleurs. Les organisations régionales sont décrites comme des relais de pression plus que comme des mécanismes d'intégration. Le retrait ou la rupture devient alors, dans le récit, une manière de refuser le rôle assigné. C'est ici que la tension s'installe. Plus le projet se matérialise, plus il attire des réactions. Le discours décrit déjà une bataille parallèle: sanctions, narratif médiatique, isolement diplomatique, tentative de division interne. Alors, le point de bascule n'est pas seulement l'unité, mais la capacité à tenir sous contrainte. La promesse, selon cette narration, est celle d'un ordre alternatif. La question, elle, reste ouverte. Jusqu'où Ibrahim Traoré peut-il pousser cette architecture sans déclencher une riposte qui l'étouffe? Dans Noah Dong Joy 2, la trajectoire n'est pas racontée comme une simple série de déclarations, mais comme une marche accompagnée par des visages. Le récit choisit un guide implicite, le citoyen ordinaire qui a appris à vivre avec l'attente, puis qui découvre un langage politique qui prétend parler de lui. C'est là que la figure d'Ibrahim Traoré devient un repère narratif. Moins un héros, plus un point de convergence pour des attentes accumulées. Le texte s'attarde sur des scènes courtes, presque domestiques, pour rendre la bascule tangible. Un père qui voit le coton quitter le pays pendant que le repas manque. Une grand-mère qui vit dans une zone riche en or, mais pauvre en électricité fiable. Un professionnel de la diaspora qui a réussi ailleurs, mais qui garde une sensation de fracture intérieure. Ces micro-cas ne servent pas à prouver une statistique, ils servent à légitimer une émotion. L'idée que la richesse locale n'a pas servi la vie locale. L'impact précoce, dans ce cadre,
et moins une transformation matérielle immédiate qu'un changement de regard. Le récit affirme que la dignité devient un carburant politique, que la souveraineté n'est plus un slogan, mais une discipline quotidienne. Produire, investir, sécuriser, raconter. Il y a aussi une promesse implicite. Si les instruments institutionnels prennent forme, alors le sentiment d'injustice peut se transformer en capacité d'action. L'idée mord, quand une population se reconnaît enfin dans une stratégie, l'ordre ancien perd sa maîtrise du temps. Tout commence par une scène de passage de relais, décrite comme une démonstration de fraternité politique, plutôt que comme une simple rotation de pouvoir. Le récit insiste sur l'idée qu'un dirigeant sortant ne s'accroche pas, qu'il cède la place, et qu'il légitime publiquement son successeur. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît comme celui qui reçoit une charge plus qu'un titre, et cette nuance est essentielle. La nomination n'est pas présentée comme un trophée, mais comme l'officialisation d'un bloc souverain. L'activation, ensuite, passe par un discours qui change de registre. La parole ne cherche pas à séduire des capitales étrangères. Elle cherche à cimenter une cohésion interne. Le message répète 3 axes: autosuffisance, discipline et rupture avec les dispositifs jugés inutiles ou instrumentalisés. C'est là que la Confédération se définit comme une structure de résistance et non comme un forum de coopération symbolique. La rupture avec certaines organisations régionales est décrite comme un geste de séparation nette, quitter un système de contrôle, pas seulement un club diplomatique. Le point de montée en tension arrive quand la Confédération se dote d'outils visibles. D'abord, une chaîne de télévision et des stations radio, présentées comme une reconquête du récit. Ensuite, l'annonce d'une banque confédérée, conçue pour financer l'industrialisation et soutenir une offensive agricole selon des conditions locales. Enfin, un élément hautement symbolique, le passeport biométrique, qui transforme l'identité administrative en objet politique. Le récit souligne même une rupture contractuelle avec un prestataire étranger et la recherche d'un partenaire différent, comme si la souveraineté passait désormais par la maîtrise des données, des mouvements et des documents. Le climax se construit sur une idée simple: contrôler l'argent, contrôler l'histoire, contrôler la sécurité. Ibrahim Traoré est alors décrit comme un joueur d'échecs qui avance plusieurs pièces à la fois. Sur le plan sécuritaire, le récit évoque une force unifiée et la promesse d'opérations à grande échelle, avec une rhétorique de ceinture serrée et de combats prolongés. Sur le plan économique, il est question d'une possible sortie du système monétaire existant et d'une monnaie commune, soutenue par des ressources stratégiques. Sur le plan géopolitique, la Confédération est présentée comme un mur qui modifie les routes d'influence et qui oblige les puissances extérieures à réévaluer leurs méthodes. Viennent alors les répliques: pression, sanctions, tentatives d'isolement, campagnes médiatiques, fractures internes entretenues. Le récit affirme que la réaction internationale est déjà visible, que l'hostilité n'est pas morale mais stratégique. Ce qui dérange, ce n'est pas l'absence de perfection politique, c'est la perte de contrôle. Et c'est ici que la trajectoire devient nerveuse. Plus l'architecture se renforce, plus elle attire des contre-mouvements. Le point final de cette séquence ne promet pas un triomphe automatique. Il présente plutôt une équation. Si les institutions tiennent, l'ordre ancien se fissure. Si elle s'effondre, le message envoyé serait dissuasif pour toute autre tentative de souveraineté. Ibrahim Traoré se retrouve ainsi au centre d'un test de résistance où chaque geste institutionnel produit un gain immédiat, mais aussi un coût politique. La ligne de base dans ce récit est celle d'une dépendance structurée. Le delta annoncé, c'est la création d'instruments capables de la réduire. Autrement dit, on ne parle pas d'une promesse abstraite, mais d'un changement de mécanique. Le texte oppose un avant où la région subissait des règles écrites ailleurs, à un après où elle tente d'écrire ses propres normes financières, administratives et médiatiques. On peut d'abord s'arrêter sur un repère très concret, 500 milliards de francs CFA, annoncés comme capital initial de la Banque confédérée. Ce montant sert d'argument. Il matérialise la volonté de financer l'industrialisation sans passer par les circuits perçus comme hostiles ou conditionnels.
Dans la logique du récit, il dit que la Confédération n'attend plus l'autorisation d'investir dans son propre futur et qu'un capital élevé change la capacité d'investir sans dépendance externe. Un second repère apparaît comme une date charnière, 2025. Ce n'est pas un chiffre économique, mais un point de bascule émotionnel et administratif, l'année où l'on voit émerger des symboles d'État confédéral, notamment autour de l'identité et du document de voyage. L'idée défendue est qu'une date fixe permet d'ancrer le changement dans les esprits et que l'identité biométrique commune devient un levier de souveraineté plus profond qu'il n'y paraît. Enfin, un troisième repère donne au récit sa texture humaine. 58 ans, l'âge d'un père de famille utilisé comme figure de mémoire économique. Le texte ne l'emploie pas pour faire une statistique, mais pour rappeler la durée. Plusieurs décennies à voir la richesse partir, plusieurs décennies à entendre des promesses. Dans cette logique, un âge incarne la durée d'une injustice ressentie collectivement et justifie l'urgence d'un avant et d'un après. Ces trois mesures, une somme, une année, une durée de vie, forment un triangle narratif. La somme sert à prouver la capacité d'agir. L'année sert à fixer le moment où l'action se rend visible. La durée de vie sert à expliquer pourquoi la rupture est perçue comme nécessaire. Ce n'est pas une preuve mathématique, c'est une cohérence interne. À partir de ce cadre, en fait, la narration avance un raisonnement en chaîne. Si la banque finance à des conditions locales, la dépendance aux prêts et aux exigences externes diminue. Si l'identité biométrique est produite et contrôlée localement, la souveraineté technologique progresse. Si le récit est porté par une chaîne confédérale, la bataille de l'image devient moins asymétrique. Ibrahim Traoré est placé au centre de cette équation, non comme un chiffre, mais comme un catalyseur, la personne qui relie la volonté populaire aux instruments institutionnels. Le texte admet implicitement une limite. Ces chiffres ne garantissent rien sans stabilité, discipline et cohésion. Un capital peut être épuisé, une date peut devenir un souvenir, une mémoire peut se transformer en déception. Kettoin, c'est précisément là que la logique baseline vers delta reste fragile. Elle dépend de la capacité à transformer des symboles en processus durables et des processus en résultats concrets. Dans Noa Dung Joy 2, la thèse centrale est assumée. L'alliance sahélienne serait une libération et la réaction extérieure ne serait qu'une panique face à la perte de contrôle. Pour être solide, cette lecture doit affronter deux objections fortes et les prendre au sérieux. D'abord, certains diraient que le projet peut rester un récit exalté, masquant des fragilités structurelles. Une banque confédérée, une chaîne médiatique, un passeport biométrique, tout cela peut exister sur le papier sans transformer la vie quotidienne. Dans cette logique, l'énergie politique peut s'épuiser, et l'enthousiasme se retourner en frustration si les résultats tardent. Ensuite, d'autres diraient que l'isolement et la pression internationale peuvent coûter trop cher. Le texte mentionne sanctions, restrictions, tentatives de sabotage. Le risque dans cette critique est que les mesures de rétorsion frappent d'abord les plus vulnérables et que la cohésion interne se fissure sous le choc. La réponse du récit s'appuie sur ses propres éléments. Il insiste sur la transition institutionnelle. La banque n'est pas seulement un symbole, elle est décrite comme un outil conçu pour financer l'industrialisation aux conditions locales. Il soutient aussi que la bataille se joue sur la maîtrise du récit et des données. Le passeport biométrique et la rupture contractuelle sont présentés comme une reprise de contrôle sur l'identité, et donc sur un levier de souveraineté invisible mais décisif. Enfin, le texte cadre la pression extérieure comme un test. Si la Confédération tient malgré sanctions et désinformation, elle devient un modèle. Si elle cède, elle devient un avertissement. Ibrahim Traoré est alors placé non comme une solution miracle, mais comme le point où la volonté populaire tente de se transformer en architecture durable. Rien n'est vraiment symbolique ici. Le récit bascule au moment où l'Alliance cesse de parler comme une coalition et commence à agir comme un État confédéral. Ce n'est plus seulement une rhétorique de rupture. C'est une production d'outils qui verrouille la continuité. Le passeport biométrique, la banque confédérée, la chaîne médiatique,
Alors ça, l'idée d'une force unifiée. Chaque élément est décrit comme une pièce qui rend le retour en arrière plus coûteux. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré ne joue pas uniquement sur l'émotion ou la posture anti-impériale. Il s'appuie sur un principe froid. Une souveraineté réelle se mesure à la capacité de décider, de financer et de documenter sans dépendre d'un acteur extérieur. C'est la raison pour laquelle l'identité administrative prend une valeur stratégique. Qui contrôle l'identité contrôle la mobilité. Qui contrôle la mobilité contrôle une part de l'économie. Et qui contrôle l'économie contrôle une part du pouvoir. Ce milieu de parcours change aussi l'échelle du conflit. Le récit cesse d'être local. Il devient un précédent. Et dès qu'il devient un précédent, il attire une réponse. Pour l'appareil d'État, elle a l'impact le plus immédiat et organisationnel. La Confédération, telle qu'elle est décrite, cherche à déplacer le centre de gravité. Moins de dépendance aux cadres régionaux jugés coercitifs, plus de mécanismes internes. Le retrait d'organisation perçu comme instrumentalisé devient une décision de gouvernance, pas seulement un geste politique. Cela implique aussi une nouvelle discipline administrative, produire des documents souverains, bâtir une architecture financière propre, coordonner une défense unifiée. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est présenté comme l'agent qui accélère la conversion d'un discours en procédure, et cette accélération change la manière dont l'État se représente lui-même, non plus comme un demandeur, mais comme un concepteur. Pour les entreprises et les acteurs économiques, la conséquence la plus lourde est la redéfinition des conditions de financement. La Banque confédérée, dotée d'un capital initial annoncé de 500 milliards de francs CFA, est décrite comme un outil qui contourne les circuits traditionnels de prêt conditionnel. Si la promesse se concrétise, elle peut soutenir l'industrialisation et l'offensive agricole sans dépendre d'un arbitrage extérieur. Mais le récit admet implicitement une zone de risque. Plus l'architecture financière se détache, plus elle peut attirer des pressions, des restrictions ou des coûts de transaction plus élevés. Les entreprises doivent alors naviguer entre opportunités et frictions, accès potentiel à des crédits orientés développement, mais aussi exposition à un climat international plus dur. Pour les ménages, le texte insiste sur des effets d'abord symboliques, un appui potentiellement matériel. Le passeport biométrique n'est pas décrit comme un objet de confort, mais comme une preuve d'appartenance à une structure plus grande, et donc comme une restauration de dignité. La narration s'appuie sur des figures comme la grand-mère vivant sur une terre riche en or mais pauvre en services, ou le père qui voit la richesse partir tandis que le repas manque. L'idée est que la souveraineté n'est pas une abstraction, elle doit se traduire en écoles, en hôpitaux, en infrastructures, en sécurité. Ibrahim Traoré incarne ici l'engagement de garder la richesse sur la terre, mais la tension reste entière. Si les résultats tardent, la dignité peut se muer en impatience. Pour la région et l'environnement géopolitique, l'effet est celui d'un précédent. Un bloc sahélien unifié modifie les routes d'influence. Malal oblige les puissances extérieures à négocier plutôt qu'à dicter et attire des partenaires alternatifs présentés comme options Russie, Chine ou autres. Le récit décrit un monde déjà en recomposition, où l'alliance devient un acteur politique majeur et où la bataille se joue autant dans les salles de réunion que sur le terrain. Mais la conséquence régionale la plus instable est aussi la plus stratégique. Plus le bloc se solidifie, plus les tentatives de division interne, de sanctions et de délégitimation peuvent s'intensifier. Au total, l'impact réel n'est pas seulement ce que la Confédération construit, mais ce qu'elle oblige les autres à révéler, leurs méthodes, leurs lignes rouges et leur peur de perdre la maîtrise. Ibrahim Traoré est placé au cœur de cette séquence comme catalyseur. À ce mais la question demeure ouverte. Une architecture institutionnelle suffit-elle à tenir quand la pression devient systémique ? Dans un horizon de 6 à 12 mois, le récit suggère 3 trajectoires possibles, toutes liées à la même variable centrale, la capacité de la Confédération à transformer ses instruments naissants en routine de stable, malgré la pression. Le premier chemin est celui d'une consolidation sous contrainte. La Banque confédérée commence à financer quelques priorités visibles, la chaîne médiatique impose progressivement un récit alternatif,
et le passeport biométrique devient un symbole quotidien d'appartenance. En parallèle, les pressions externes persistent, restrictions diplomatiques, campagnes de délégitimation, tentatives de fissurer l'unité. Dans cette trajectoire, le système ne s'effondre pas. Mais il avance lentement au prix d'une discipline élevée. Le gain principal est politique, le coût principal est social. Le second chemin est plus optimiste, les outils deviennent des accélérateurs. La banque finance une montée en puissance agricole et quelques infrastructures qui frappent l'imaginaire collectif. Le récit parle alors d'un cercle vertueux. Plus les résultats sont tangibles, plus la cohésion interne augmente. Plus la cohésion augmente, plus la pression extérieure perd son efficacité. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré est perçu comme le catalyseur d'une méthode. L'autorité devient gestion et la dynamique devient cumulative. Le troisième chemin est pessimiste, choc combiné et fragmentation. La pression externe se durcit. Des sanctions ou blocages s'élargissent et la désinformation amplifie des tensions internes. Les promesses se heurtent à des contraintes logistiques et à une fatigue sociale. Le risque est une bascule. Si la Confédération ne livre pas d'amélioration visible, l'enthousiasme peut se transformer en contestation et l'architecture institutionnelle peut être affaiblie avant d'avoir pris racine. Une recommandation traverse ces trajectoires, Balim, pensée en termes de processus plutôt qu'en termes de moments. Si les décisions deviennent des habitudes mesurables, la trajectoire s'ancre. Si elles restent des signaux, elles s'exposent. Il existe un point où cette histoire cesse d'être géopolitique et devient intime. Celui où l'on se demande ce qu'un basculement au Sahel change concrètement pour des vies ordinaires. Le récit insiste sur 3 publics et chacun reçoit une question différente. Pour celles et ceux qui vivent sur le continent, la promesse la plus immédiate est celle d'une dignité traduite en service. Une identité administrative confédérale n'a de sens que si elle ouvre des portes, accès plus simple, mobilité mieux protégée, procédures moins capturées par des intérêts extérieurs. Mais l'exigence en retour est forte. Produire davantage, accepter une discipline collective et supporter une période où l'effort précède la récompense. Pour la diaspora, le texte propose une autre interpellation. La contribution ne se limite plus au transfert de survie. Il parle d'investissement, de compétences, d'influence narrative. Il suggère que l'enjeu est de ne pas laisser les autres raconter l'histoire à votre place et de soutenir la construction d'instruments plutôt que de commenter des crises. La question sous-jacente est simple. Comment transformer un attachement émotionnel en action structurée sans idéaliser ni abandonner? Pour un public plus large, même éloigné, le récit avance un effet miroir. Si la stabilité financière mondiale repose sur des déséquilibres anciens, alors toute réorganisation des ressources et des monnaies dans une zone stratégique produit des répliques. Cela peut sembler lointain jusqu'au jour où les prix, les alliances ou les priorités de sécurité se réajustent. Alors c'est Bédard, 2 gestes modestes sont suggérés implicitement, suivre les décisions plutôt que les slogans et distinguer ce qui relève d'un symbole de ce qui relève d'un mécanisme. C'est souvent là que la compréhension commence. Allez, pour que l'architecture décrite dans Nwadung Joy 2 ne reste pas un empilement de symboles, il faut une logique de mise en œuvre. Le récit suggère implicitement une feuille de route en 4 blocs avec une question centrale. Qui fait quoi, quand et comment on mesure si cela tient? D'abord, stabiliser la cohésion interne immédiatement. L'exécutif confédéral et les autorités nationales doivent verrouiller un langage commun. Objectifs prioritaires, calendrier réaliste et communication unifiée. La mesure la plus simple n'est pas une déclaration, mais une discipline. Même message, même priorité, même procédure. Sans cela, la pression extérieure trouve des fissures. Ibrahim Traoré est présenté comme le point de synchronisation politique. Sa crédibilité dépend de la capacité à éviter la fragmentation. Ensuite, Amma mettre la banque au service de projets visibles dans les 6 prochains mois. La banque confédérée doit financer un petit nombre de chantiers lisibles, agriculture, énergie, infrastructures de sécurité de base. Le texte insiste sur l'idée que l'argent doit produire un effet social perceptible, sinon il perd sa fonction de légitimité.
L'indicateur proposé est simple. Délai tenu, dépenses traçables et résultats concrets, même limités. Puis sécuriser l'identité et les données. Le passeport biométrique n'est qu'un début. Il implique une souveraineté documentaire. Système, standard, protection des données et continuité administrative. La mesure attendue serait l'adoption progressive, la fiabilité technique et la baisse des dépendances contractuelles étrangères. Enfin, tenir le récit et l'alliance, en continu. La chaîne médiatique sert de colonne vertébrale narrative, contrer la délégitimation, expliquer les coûts de transition et prévenir les divisions. La mesure ici est la cohérence du discours et le maintien du soutien populaire. La question finale reste stratégique. Ibrahim Traoré peut-il transformer l'élan en routine avant que la pression ne s'intensifie ? Le récit revient, presque en silence, à l'image la plus simple. Des mains qui travaillent la terre avant le lever du soleil, et des yeux qui ont vu trop de promesses passer. La grand-mère du village, le père qui regarde la richesse quitter son pays, l'ingénieur de la diaspora qui a réussi mais se sent incomplet. Ce sont eux qui donnent à l'histoire son poids réel. C'est pour eux que les mots « banque »,« passeport », en puis chaîne de télévision cessent d'être techniques et deviennent une forme de réparation attendue. Dans cette narration, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un visage au micro, il est le symbole d'une décision collective. Ne plus demander la permission d'exister, ne plus accepter que la souveraineté soit un décor. Le texte répète une idée lourde. La dignité n'est durable que si elle se transforme en institution et si ces institutions survivent aux tempêtes. Mais l'émotion ne protège pas des contraintes. Le récit le sait. C'est pourquoi il insiste sur une vigilance constante, contre les divisions, contre la fatigue, contre l'illusion qu'un moment historique suffit. La phrase qui reste, comme un clou, la souveraineté se prouve, elle ne se proclame pas. Si l'on suit la logique de ce récit, l'enjeu dépasse largement une actualité sahélienne. Il s'agit d'un test de souveraineté moderne, la capacité de financer, d'identifier, de raconter et de sécuriser sans dépendre d'un centre extérieur. C'est précisément pour cela que la réaction internationale est décrite comme si nerveuse, parce qu'un précédent réussit rarement en silence. Mais il y a aussi une responsabilité de lecture, ne pas confondre l'émotion et le mécanisme, ne pas réduire Ibrahim Traoré à une icône, ni le traiter comme une simple provocation. Observer ce qui se construit, ce qui résiste, ce qui se fissure, et surtout suivre les actes plus que les slogans, la banque, l'identité biométrique, la chaîne médiatique, la cohésion politique. Alors, une question reste ouverte, et elle vaut pour tous. Si Ibrahim Traoré et l'Alliance tiennent sous contrainte, est-ce le début d'un nouvel ordre régional ou seulement un moment qui sera récupéré par l'histoire ?